Bienvenue à tous et bonne année. Nous sommes encore, et ce n'est pas une punition, c'est un plaisir, dans ce grand auditorium du Collège de France. J'espère donc que les fêtes ont été magnifiques pour vous et nous allons balayer ensemble l'actualité francophone. Les invités, vous les connaissez. Je parle des chroniqueurs. Mathieu Dugal de Radio-Canada. Mon cher Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous donc en ce début d'année 2019. Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde. Mon cher Yves, bonjour. Bonjour et bonne année. Laura Tenoudji, grande tablette, donc va nous donner le point de vue des réseaux sociaux sur tous les sujets que nous allons aborder. Nous sommes avec Sylvestre Desfontaines, qui, vous savez, représente la RTBF. Mon cher Sylvestre, bonne année à vous. Bonjour. Et avec Michel Serruti, donc de la radio-télévision suisse. Je vous rappelle que nous sommes en réalité un peu vides dans ce grand auditorium où des personnages célèbres ont représenté donc la culture et surtout les sciences sociales ou les sciences tout court françaises. Et tout à l'heure, donc, nous retrouverons une femme qui est professeure ici même, mais qui est titulaire de la chaire de génétique et de physiologie cellulaire, donc au Collège de France, qui s'appelle Christine Petit. Voilà, les présentations étant faites, nous allons faire les procédés aux instantanés d'usage. Alors, Mathieu. oui, j'aimerais vous proposer le compte Instagram d'une auteure dont je vous ai déjà parlé ici, Audrey Wilhelmy, d'ailleurs qui est publié chez Grasset. Son dernier roman, Le corps des bêtes, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la nature et actuellement, elle est en résidence d'écriture en Alberta, à Banff. C'est une excellente photographe, outre ses talents d'auteur indéniables. Allez voir le compte Instagram d'Audrey Wilhelmy. Mon cher Yves. Une photo dégingandée de Christine and the Queens, danseuse remarquable et dont on va parler d'ailleurs dans un de nos sujets tout à l'heure, dont le titre Girlfriend a été le single de l'année en Angleterre et celui du magazine Time aux États-Unis. Laura. La photo de ce César, puisqu'en 2019, il y aura le César des lycéens. Un jury de 2000 lycéens va être réuni et choisira son film. Et le César sera remis à la Sorbonne au mois de mars. Voilà, Michel Foucault, tout simplement, parce qu'il a été professeur au Collège de France, Histoire de la folie, les mots et les choses. Il fut l'un des professeurs les plus brillants des années 70-80. Sylvestre. Une photo de l'homme léopard, c'est une œuvre qui se trouve au Musée royal d'Afrique centrale à Tervuren, qui a été fermée pendant 5 ans, qui vient de rouvrir ses portes et qui est un musée résolument tourné vers le dialogue des civilisations. Michel. Une photo d'une sculpture sonore de Jean Tinguely, le grandissime artiste suisse, Meta Harmony 2, visible au musée Tinguely, puisque eh bien, cette machine, cette sculpture sonore vient d'être restaurée, elle fonctionne à nouveau, il a fallu changer quelques pièces qui étaient un tout petit peu usées. Voici le sommaire de l'émission. Michel Polnareff est de retour avec un nouvel album que l'on attendait depuis 28 ans. L'équipe l'a écouté. La bataille autour de la féminisation des noms évoquée dans un récent ouvrage donnera matière à une de nos discussions du jour. La question du genre interpelle nos sociétés et cette question du genre est bien sûr très présente dans la création artistique et donc dans un de nos débats. Instantanés, invités et coups de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Le premier sujet de ce 300 millions de critiques concerne Michel Polnareff, qui est de retour avec un nouvel album intitulé « Enfin ». Voici un garçon lucide, un titre bien choisi, puisque pour ce 10e album studio, il aura quand même fallu attendre 28 années. On se dépêche d'en écouter un extrait et on en parle juste après. Michel Polnareff est un personnage extravagant quand il a eu un énorme succès au début de sa carrière, extravagant quand il est resté enfermé pendant des mois dans un hôtel, et extravagant quand, à la sortie de cet album, il déclare dans un entretien à un journal français, je le cite, c'est pour ça que je regarde ma fiche, qui n'est pas toujours mon truc, « Quand je suis au piano ou à la guitare, c'est pas moi, c'est Polnareff, et que je compose un truc, ça y est, j'ai joui. Après, c'est à moi de décider si je fais partager l'orgasme ou pas. » Voilà une phrase d'une grande lucidité donc de Michel Polnareff. Mon cher Yves, c'est vrai que ça commence bien. C'est quand même un sbire particulier que ce Polnareff. Et ce qu'on peut savoir, d'abord, parce qu'il a accumulé beaucoup de matériel, parce que c'est un très bon musicien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui ne voulait pas? C'est les résultats qui n'étaient pas satisfaisants pour les maisons de disques? Non, c'est un personnage, Guillaume, vous l'avez dit, Michel Polnareff, il l'a toujours été, hein, depuis qu'on l'a découvert avec Love Me, Please Love Me en 1965-1966. Voilà, c'est quelqu'un d'à part, à la fois par son immense talent et puis par sa personnalité décalée, disons.
Donc là, il a été Ça s'appelle décalé de pendant... l'euphémisme, ça. Il a été décalé pendant 28 ans, puisque cet album, il l'a enregistré pendant des mois et des mois à l'Hôtel Royal Monceau à Paris. Après, il est parti 10 ou 15 ans plus tard, pendant 18 mois au studio ICP. Je le voyais souvent dans une brasserie qui était en face et je me demandais s'il enregistrait quoi que ce soit. Mais Voilà, à Bruxelles. Mais il a jeté absolument tout ça. Et puis, il a fini cet album à Los Angeles il y a relativement peu de temps. Certains n'y croyaient plus, mais c'était les mêmes qui ne croyaient plus non plus à son retour sur scène, qu'il a pourtant bien fait, et à 2 reprises. Alors, sur cet album, il y a 11 morceaux. Déjà, ça montre combien Polnareff est un artiste singulier par un instrumental de 11 minutes. Alors, Elton John faisait ça dans le passé, hein, ou Supertramp, ou Pink Floyd, ou d'autres, etc. C'est le meilleur morceau de l'album, il faut le dire. Hein. Une magnifique composition, extrêmement bien orchestrée, etc. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles c'est un des C'est un meilleurs... ancien élève du conservatoire. Hein, c'est... Ah oui, c'est-à-dire c'est là le Polnareff, compositeur, musicien, arrangeur Origine remarquable. russe, donc, Une des raisons pour lesquelles c'est le meilleur morceau, c'est que ce qui pêche pas mal sur cet album, comme ça lui est déjà arrivé parfois dans le passé, ce sont les paroles qui sont parfois un peu justes, voire décalées. Il y a d'ailleurs 3 morceaux qu'on connaissait en fait depuis assez longtemps, qui sont sur cet album. Les 2 qu'il a joués sur scène dès son comeback de 2007, dont on se disait déjà, punaise, si c'est ça le prochain album, ça augure mal. Ben, elles sont toujours là. Il y a aussi L'Homme en rouge, qui avait été enregistré justement à Bruxelles. Alors là, il l'a réenregistré, etc. Qui, moi, je trouve, est un morceau qui est bien meilleur que ce qui en a été dit à l'époque, mais alors qu'il a réenregistré dans une version plus Beach Boys, dit-il. Et alors là, c'est ce qui m'amène, moi, à l'analyse que je fais de ce qui arrive à Michel Polnareff. Attention, silence. C'est que, de la même manière que Brian Wilson, génie absolu des Beach Boys, ben, il a perdu la grâce mélodique qui faisait son génie des années 60 et de la première partie des années 70. Alors il reste de temps en temps dans des petits morceaux de morceaux, des éclairs comme ça, y compris de sa voix absolument inouïe ou de sa grâce mélodique, mais de la même manière que chez Brian Wilson, ben, c'est plus la même chose que la raison pour laquelle on l'adore et pour laquelle ça fait 28 ans qu'on l'attend, cet album. Et donc, ça n'est pas un mauvais disque, mais en plus c'est un disque qui part dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a 3 instrumentaux, il n'y a aucune cohésion ni thématique, ni en matière de composition, ni même de son. C'est-à-dire que ça s'entend que ce sont des morceaux qui ont été enregistrés dans des studios différents, à des époques différentes, même s'il a réessayé de réenregistrer. J'ai une petite question à vous poser sur ce... Est-ce que, parce qu'il y a des choses qui se passent pour tous les artistes qui ont la chance d'ailleurs de vieillir. Est-ce qu'effectivement, vous parlez de la grâce mélodique, parce qu'il y a des artistes qui continuent, par exemple, ça a été le cas d'Aznavour, de Julien Clerc, qui continuent à avoir des chansons qui, sur le plan de la fabrication musicale, sont excellentes, mais sont décalées par rapport à un public qui revit son adolescence. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fabriquer. C'est un peu le cas. Le plus célèbre d'entre eux, c'est McCartney. Un album d'aujourd'hui de McCartney, ce sera jamais le double blanc des Beatles. Donc, c'est sûr. Est-ce que c'est ça le problème de Polnareff, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème de disparition du talent? Je pense qu'il y a une certaine évaporation, en tous les cas, je ne vois que la grâce qui s'est envolée. Je ne vois que ça comme explication. Parce que des artistes qui sont plus âgés encore que Polnareff, qui font d'excellents disques aujourd'hui, il y en a plein. Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen, je pourrais vous en citer 50. Mathieu. Bien, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, oui, je suis bien d'accord avec vous, Yves, c'est un disque où il y a des très beaux moments. D'ailleurs, oui, les pièces instrumentales, c'est du bonbon, mais il y a vraiment du bonbon. Il y a des trucs, mettons, c'est des calories vides, là, pour le dire comme ça. Mais ce qui C'est une jolie expression, ça. Ouais, ben c'est ça, c'est sucré, mais sans plus. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Polnareff, c'est de voir aussi tout l'impact qu'il a eu dans la francophonie, et notamment au Québec, même dès ses premières chansons, parce que vous savez qu'au Québec,
la génération de mes parents l'ont connu avec un groupe qui avait repris La Poupée qui fait non, les Sultans. Il y avait eu ça avait été un hit là, en 1966 au Québec, repris par les Sultans. Mais quand on regarde les générations au fil du temps, on parlait la semaine dernière de Lucien Francoeur avec Autre chose, qui a repris Hey You Woman. Exactement. Et même de nos jours, un certain Pierre Lapointe, pour ne pas le nommer, Pierre Lapointe se réclame ouvertement de Paul Naref. Et donc, Pierre Lapointe qui vient aussi d'un creuset où on aime la belle chanson, mais en même temps, on aime aussi les grandes orchestrations. Même récemment, je voyais Pierre Lapointe qui a mis même en ligne sur sa page Facebook une photo de Paul Naref pour dire « J'écoute ça, c'est extraordinaire, je suis vendu ». Et moi, je suis arrivé à sa musique, en fait, à Paul Naref, parce que c'est évidemment pas ça avec quoi j'ai grandi. Mais moi, j'étais un gros fan Vous avez l'âge pendant lequel il a été absent. Oui, c'est ça, exactement. J'étais l'âge du hiatus. Et on termine Moi, c'est pas- vraiment... Oui, mais moi, c'est Sébastien Tellier qui m'a amené vers la musique de Paul Naref. Moi, j'étais un gros fan des premiers albums de Tellier. Et je me disais, mais où ça vient? D'où ça vient, cette esthétique-là? Et ça m'a amené tout naturellement à Paul Naref. Sylvestre. C'est peut-être là que se situe le problème, c'est qu'il aurait dû faire un album avec Sébastien Tellier. Il aurait dû justement convoquer les forces un peu modernes et en tout cas les gens qui avaient digéré les influences de Paul Naref. Parce que quand j'écoute ce disque, j'ai l'impression que c'est une compilation des anciens morceaux de Paul Naref, un peu disparates comme ça, mis les uns derrière les autres, et avec ce côté un peu nostalgique et même ce côté un peu naïf. Quand je pense qu'il chante un morceau qui s'appelle Terre Happy, donc Terre, la Terre et Happy comme Happy, donc ça fait Terre Happy, puis il chante Je m'appelle la Terre, etc. Je me dis waouh, c'est fou. En 2019, quand même, il faut... C'est un titre... Beaucoup de substance. Il faut y aller. C'est un titre qui ne sera jamais choisi pour une chaire au Collège Non, mais de voilà, France. quoique. Mais il faut vraiment oser. Et je pense qu'il a voulu tout faire tout seul sur ce disque. C'est sans doute la raison pour laquelle ça a pris autant de temps qu'il a acheté une mouture, deux moutures, etc. Et qu'il aurait dû, à mon sens, travailler, je ne sais pas, les Soyons Fous avec Daft Punk, par exemple, ou avec Kendrick des gens Lamar, comme il est ça, à Los Angeles. ou avec Kendrick Lamar. Non, en avec disant- R, ou qui avec sont ses R. héritiers. hein. Il y avait vraiment un cousinage, même une filiation logique. Et je pense que ce Mais faisant... c'est pas dans son caractère. Voilà. Ben, c'est peut-être ça le problème, en fait. Et il aurait fait sans doute un des meilleurs albums de cette année 2019. Malheureusement, il a voulu faire un peu perso. Michel. Pour embrayer sur ce que disait Yves, Paul Naref a toujours été éclectique dans ses choix musicaux, dans les musiques qu'il a composées, ça c'est une chose. Par contre, effectivement, ce qui remettait ou qui permettait une suite logique entre les choses, entre ces musiques, c'était cette grâce, ce côté mélodique. Et aujourd'hui, dans le disque qu'on a là, j'ai le sentiment effectivement qu'on assiste à une sorte de rapiessage de différents éléments, et puis qui sont justement plus portés par cette grâce qui, auparavant, unifiait les différentes choses. Et par conséquent, on se retrouve avec... Quand vous écoutez, par exemple, Grandis pas, on a quand même très nettement l'impression d'entendre, je ne sais pas, Lettre à la France. Quand on écoute Position, on a l'impression, écoutez La Mouche, c'est quand même très proche. Donc il y a un côté où il s'autoplagie presque d'une certaine manière sur certains titres qu'il a fait. Il y a d'autres choses où on l'entend piquer dans Earth, Wind and Fire. Il y a la trompette des Beatles sur un morceau pratiquement comme dans Penny Lane. Voilà, c'est ça, c'est Penny Lane. Enfin, il y a un assemblage de différentes choses qui a toujours été un petit peu le cas de la musique de Paul Naref, mais qui là, tout d'un coup, prend peut-être une autre couleur parce qu'en plus, il n'y a pas le côté globalisé d'une production unique. Donc on a effectivement des sons qui sont très différents d'un morceau à l'autre et on a le sentiment d'assister, d'écouter un album qui est un petit peu perdu dans le temps, qui a été enregistré dans les années 70, les années 80, et puis qu'on ressort aujourd'hui. Alors c'est pas franchement mauvais, c'est pas un mauvais album, mais c'est vraiment pas une réussite non plus. C'est pas franchement bon. Non, mais d'autant plus que, alors à son corps défendant, comme il a eu 28 ans pour le faire, et qu'il y a eu tellement d'attentes de la part de nombreux observateurs, on était là, enfin il y a beaucoup de gens qui disaient « on va enfin avoir le disque de Paul Naref ». Ça, c'est le problème de tous les proscratinateurs de la planète. Et puis, plaque, et puis du coup ça retombe, eux-mêmes quoi. créent, Suscite une attente. créent la corde pour se prendre. C'est ça. Exactement ce qu'on ressent sur les réseaux sociaux. C'est un vrai effet déceptif. Un peu comme quand on attend la suite d'un film qui a été un succès fou, on se dit, on attend le numéro 2 et le numéro 1. Mais là, c'est puissance 10. Et donc, il y a des fans irréductibles qui le défendent encore sur Internet, mais il y a quand même beaucoup de critiques. On voit beaucoup cet album est un naufrage. On peut le lire et le relire. Enfin, ils sont beaucoup plus durs que vous. En même temps, Ils c'est l'amiral et ses internautes sont les moussaillons. Donc, ils sont beaucoup plus durs qu'ici, les critiques. Et en plus,
il sort son album 28 ans après. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas d'Internet grand public. Donc, à mon avis, pour lui, le choc doit être assez brutal. Il était sur les réseaux sociaux parce qu'il est... Alors, sur les réseaux sociaux, il est comme dans son album, totalement foutraque. Donc, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il poste. Il y a des photos de son fils, de sa femme. Et alors, ce qu'il adore faire, c'est reposter les commentaires qui lui disent, par exemple, Michel, je t'aime. Ben alors, lui, il retweet Michel, je t'aime. Et il retweet beaucoup de gens qui lui font des déclarations, ce qui explique peut-être pourquoi il n'a pas fait appel à d'autres musiciens. Il s'aime tellement que non, il n'y a que lui. Mais bon, C'est pas sûr qu'on soit retweeté, nous. non, je ne suis pas sûre, effectivement, qu'on soit retweeté. Enfin, ça vaut quand même le détour. En tout cas, notamment, son compte Facebook vaut le détour. Voilà. Et puisque nous sommes au Collège de France, nous allons recevoir le professeur donc Christine Petit, qui est donc titulaire de la chaire de génétique et de physiologie cellulaire dans cet endroit magnifique et dans cet auditorium. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Vous êtes chez vous, j'espère que nous ne dérangeons pas trop. En tout cas, nous sommes ravis. Comment peut-on expliquer que la génétique devienne de plus en plus, je ne vais pas dire populaire, parce que le niveau auquel vous l'enseignez est extrêmement complexe, mais que ce soit une problématique qui soit vraiment reprise par le grand public aujourd'hui? Alors, il me semble que la génétique, quand on voit un enfant qui vient de naître, toutes les spéculations, il est encore démacié, et les uns et les autres se précipitent pour dire il ressemble au père, il ressemble à la mère. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Vous n'avez pas le sentiment que c'est nouveau? Non, c'est absolument pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement ce mouvement qui a conduit à l'isolement des gènes responsables de maladies monogéniques. Et en parallèle, disons, cet essor au niveau du séquençage du génome humain, qui est un effort international, qui a permis d'avancer quand même très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, les chercheurs se sont positionnés de façon à non seulement fournir des diagnostics qui seraient capables d'identifier que tel gène est responsable de telle maladie, mais se sont véritablement projetés dans la recherche de nouveaux traitements. Donc, de ce fait, le public d'emblée a compris qu'on n'allait pas simplement collectionner des gènes, point, mais qu'il y avait un véritable engagement des chercheurs pour développer des nouvelles thérapies. Donc, c'est à mon avis ce qui fait que c'est tout à fait populaire. Et puis c'est très simple à comprendre. Un gène donné, responsable d'une maladie, on n'est pas dans un principe de corrélation, on est dans un principe de causalité. Et en science, on a beaucoup de principes de corrélation et peu de causalité. Donc de ce fait, la génétique est extrêmement robuste. Et puis très rapidement, ce qui se passe, c'est qu'on passe de l'idée de un gène est responsable d'une maladie à bien des situations dans lesquelles une même mutation dans un gène donné ne conduit pas à la même atteinte. Donc on module petit à petit et on rentre dans la complexité qui est la biologie. Christine Petit, est-ce que la thérapie génique, là je parle du point de vue des médecins, justement, est maintenant généralisée dans le monde entier, par tous les services? Alors, en termes de recherche, oui. En termes d'autorisation, en particulier au niveau américain, par la FDA, un seul essai clinique est validé. Il s'agit d'une thérapie au niveau visuel. Par contre, le nombre d'essais cliniques qui sont en cours, il y a plusieurs centaines d'essais cliniques qui sont en cours. Et aujourd'hui, je pense qu'on va discuter des problèmes d'audition. Absolument. Eh bien, une fraction très importante des chercheurs qui se sont impliqués dans la recherche des gènes de surdité, dans la compréhension des mécanismes défectueux dans chaque forme de surdité, se sont aussi engagés dans la thérapie génique. Alors justement, c'est votre spécialité. Est-ce qu'on peut expliquer autour de quoi ça tourne, justement? Alors, ce que nous avons essayé de faire, en fait, nous avons utilisé l'approche génétique pour, d'une part, déchiffrer les mécanismes moléculaires de l'audition. C'est-à-dire qu'au début des années 90, on avait une connaissance assez fine de la physiologie de l'audition, du moins au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau de l'organe sensoriel, comment l'organe sensoriel code les paramètres sonores, en particulier intensité, phase, fréquence. Mais en regard de ça, on n'avait absolument aucune notion concernant les molécules impliquées dans ce traitement sonore. Alors c'est pour ça que nous sommes engagés dans un déchiffrage génétique de ces mécanismes moléculaires. Parce que la génétique, elle a une efficacité qui est totalement indépendante du nombre de cellules ou de molécules. Ça veut dire que, par exemple, les 420 ou 430 millions de personnes qui sont atteintes de surdité peuvent bénéficier à terme, justement, des travaux que vous faites?
Alors ça, c'est un petit raccourci. Non, c'est une question. À terme. Simplement. Tout est dans le à terme. Voilà. Plus jeune seulement. Pour Le nous, problème, c'est que le point d'interrogation, Madame Petit, n'est pas, Oui, n'est voilà, pas formulé. voilà. Alors, à terme, on peut tout dire. Oui. Je dirais à court terme et à moyen terme, pour les atteintes monogéniques précoces, nous développons des approches innovantes pour réverser les atteintes auditives. C'est-à-dire que ce sont des approches qui vont venir d'abord en complément, puis après, progressivement, devraient pouvoir, disons, j'ose pas dire remplacer, mais se substituer progressivement quand même à l'implantation cochléaire pour obtenir des résultats qui devraient être de meilleure qualité. Donc ça, c'est pour l'enfant. Pour la personne vieillissante, et en fait... Beaucoup de monde. C'est pas du quand on a la narcissisme, chance de c'est vieillir. une constatation. Voilà. C'est une chance quand même de vieillir. Alors on considère que 90% des malentendants sont en réalité des personnes qui ont passé 40 ans. Au-delà de 50 ans, il y a une perte auditive qui est extrêmement fréquente. Alors là, les facteurs ne sont pas exclusivement des facteurs génétiques, interviennent des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Et en particulier, le facteur environnemental qui est majeur, c'est le bruit. Alors, avec l'âge, vous cumulez le bruit, les facteurs génétiques. Alors, réversera-t-on par une approche génétique seule les atteintes liées à l'âge? Je pense qu'il y a d'autres voies possibles. D'abord, la prévention, et ça, c'est une mobilisation sociale qui est absolument impérative. Et puis, on peut penser aussi à des thérapies de type pharmacologique, parce que ce que fait le son, c'est essentiellement de créer du stress oxydant, contre lequel on peut penser être capable de lutter dans les années à venir. Quel est le thème de votre dernier cours, enfin du cours que vous êtes en train de construire? Entendre sans comprendre. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Parce que... Ça ne suffira pas. Pourquoi c'est rire? Parce qu'en fait, c'est le résumé de la télévision, je vous rassure tout de suite. Comment? C'est le résumé de la télévision. Un jour, j'avais cette conversation avec Claude Lévi-Strauss que j'avais interviewé, et à un moment, il me dit, ne vous inquiétez pas, ne me demandez jamais de résumer le structuralisme en 3 minutes. Ce que j'ai rencontré de plus primitif dans la vie, c'est la télévision. Donc, entendre sans comprendre, ça nous va très bien, c'est nous. Voilà. Alors, d'abord, il faut bien noter que la langue française utilise le même mot. Entendre, c'est comprendre en français. Voilà. C'est pas vrai dans la langue anglaise. Hein. Alors, pourquoi ce thème? Essentiellement pour porter le message que entendre, c'est-à-dire percevoir des sons, ce n'est pas comprendre. Alors, à travers ça, ce que je souhaite pouvoir aborder, ce sont des situations dans lesquelles on peut dire qu'on entend mais on ne comprend pas, particulièrement lorsqu'on évoquait le vieillissement, dans des situations de bruit. Et là, essayer de voir comment le système auditif fonctionne, comment il cherche des corrélats fréquentiels, corrélats temporels, pour, en quelque sorte, regrouper l'information auditive qui va caractériser un objet auditif. Et je termine, un point absolument majeur en ce qui concerne la compréhension, c'est l'aptitude à utiliser l'information que l'on dit multimodale, c'est-à-dire qui vient par plusieurs canaux sensoriels. Merci beaucoup. Christine Petit, donc, qui est venue nous rejoindre chez elle, puisque vous donnez des cours, évidemment, au Collège de France, et nous sommes au Collège de France. Nous allons enchaîner... Merci, madame, nous étions ravis de vous recevoir. Nous allons enchaîner sur un sujet qui concerne un linguiste français qui s'appelle Bernard Sicquiglini, qui est bien connu des téléspectateurs de TV5 Monde, qui revient avec un nouvel ouvrage qui s'appelle « La ministre est enceinte », dans lequel il évoque la bataille autour de la féminisation des noms. Nous en parlerons après cet extrait de son passage dans le 64 minutes de TV5 Monde. Ce livre est un éloge de la francophonie, de la vitalité de la langue qui a su progresser, ou du moins revenir à une tradition qui est de parité dans la langue. Boulanger, boulangère. Ouais. Donc, un colonel, une colonelle. Un auteur, une auteure. Un auteur, une auteure, mais oui. Alors, les premiers qui ont fait bouger les choses, vous le dites dans votre livre, et c'est très récent, en fait, j'ai vu, c'est 97, en fait, c'est Chirac et Jospin.
Alors, ce qui est débloqué la chose, c'est ce miracle d'accord au sein d'une cohabitation un peu rugueuse entre le Premier ministre et le Président. Le Premier ministre, Lionel Jospin, était depuis longtemps convaincu de la parité, et Jacques Chirac, qui est au fond un vrai républicain et qui aime les valeurs de justice, était d'accord. Et ils ont lancé au Conseil de ministres. Cela montre que la France reste la France, et que le français en France est une question de pouvoir. C'est au Conseil des ministres que tout s'est débloqué. Donc vous l'avez compris, il s'agit d'un ouvrage qui concerne la féminisation des noms, et donc le titre précis de cet ouvrage, c'est « Le qui est barré, la ministre est enceinte ». Qui veut se lancer dans cette affaire, Mathieu? Ben, écoutez, ce sera pas la dernière fois qu'on va parler de ça. C'est un... je sais pas où j'ai lu ça, que quelqu'un a dit le français est une langue de querelle. Et à tout point de vue, cette notion-là de féminisation, on en parle au Québec, mais nous, ce qui vraiment nous titille depuis longtemps, c'est évidemment la question des anglicismes. En tant qu'animateur à Radio-Canada, je peux vous dire que je reçois continuellement des courriels d'auditrices, d'auditeurs qui me disent « ça ne se dit pas ». On ne doit pas employer ce mot-là, mais par exemple, dans le monde du jeu vidéo, le mot « gamer » fait référence à une réalité. C'est né en grande partie aux États-Unis. Moi, j'emploie le mot « gamer ». Le mot « gamer ». Et on vous le reproche. Et on me le reproche. Mais c'est incessant. Alexis de Tocqueville, en 1831, dans ses relations de voyage au Bas-Canada, parlait déjà des débats linguistiques qui avaient cours au Bas-Canada, qui était, le Québec, la dénomination du Québec à l'époque. Mais donc, c'est la querelle. Mais là, la féminisation... Oui, donc, en fait, la question de la féminisation, Cerchilini met le doigt sur quelque chose qui est essentiel quand on parle du français, c'est-à-dire qu'on a toujours eu, en tout cas nous au Québec, dans notre rapport à la langue, des gens qui nous ont dit qu'on ne parlait pas bien. Et ça, c'est de tout temps. Dans les années 60, le milieu du théâtre... une partie du milieu du théâtre était littéralement outrée qu'un auteur comme Michel Tremblay crée une pièce « Les Belles-Sœurs » où on entendait un français populaire parce que, disait-on, c'était un français abattardi, c'était un français qui était pauvre. Et encore aujourd'hui, on a des chroniqueurs qui n'arrêtent pas de nous rabâcher les oreilles en nous disant au Québec, on parle mal. Et Cerchilini, dans sa défense d'une langue décomplexée, une langue qui évolue, une langue qui est de son temps, mais le doigt exactement sur un des gros bobos du français, c'est-à-dire qu'il y a bien des gens, des locuteurs français qui voudraient prendre la langue, la mettre dans le formol, de visser le bouchon et de la laisser là. Et ça, même l'Académie française ne le fait plus aujourd'hui. Ben voilà. Et donc, c'est... Et moi, je dis bravo parce que c'est un livre qui ose aborder des réalités que la plupart des gens, et je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres parties de la francophonie, je sais qu'en France, cette question-là de la féminisation, elle est extrêmement sensible. Au Québec, une partie de la population également, mais c'est important de se dire qu'une langue qui n'évolue pas, c'est une langue qui meurt, c'est une langue qui ne parle pas de son présent, qui parle mal de son présent. Et je dis bravo, ce livre-là, pour moi, je l'ai reçu avec extrêmement de gratitude parce que c'est important qu'on s'approprie une langue de son temps. Mais la féminisation, puisque c'est ça le cœur du sujet aussi, Yves. Alors, le cœur du sujet, d'abord... Langue ouverte. Mathieu a bien placé la question. Maintenant, il y a la question de la féminisation. Bernard Cerchiglini, que vous l'avez dit, nos téléspectateurs et nos téléspectatrices connaissent bien, puisqu'il présente chez nous Monsieur Professeur, mais... il pourrait être au Collège de France. Il a présidé pendant des années l'Association des universités francophones et il s'adresse effectivement de front à cette question essentielle, en tous les cas en France aujourd'hui, du débat de ce qu'il appelle en fait la décolonisation de la langue. Mais alors là, il ne s'agit pas de la décolonisation géographique et territoriale, mais simplement d'une langue qui a été construite exclusivement par les hommes. Et donc, il s'agit de rendre la place du féminin dans la langue française, ce qui est évidemment une problématique que les anglophones ont éradiquée dès le départ. Ils étaient bien prudents. Ça n'est pas le cas dans les langues latines, ni d'ailleurs dans les langues slaves, où on a vraiment le masculin. Est-ce qu'il est partisan, par exemple, justement, de
d'un bouleversement de l'orthographe. C'était l'orthographe. Lui, ce qu'il explique, et je pense à raison, c'est que l'écriture inclusive, vous savez, avec les points, etc., moi, je le faisais naturellement avec des parenthèses déjà à l'époque où j'écrivais à Libération. Donc, c'est vous dire que c'est pas d'aujourd'hui, mais il dit ça. Ça n'est pas souhaitable parce que ça va enfermer le français auprès des francophones qui le sont déjà et ça va en rendre l'apprentissage qui est déjà difficile tellement complexe qu'on ne pourra plus faire venir les étrangers aux Français. Ce qu'il prône, c'est de dire téléspectatrices et téléspectateurs ou les voyageurs celles et les voyageuses, celles et ceux, pour inclure l'ensemble des deux parties du ciel, comme disait John Lennon. Oui, c'est louable. Voilà, c'est englobé en disant les deux. Parce que vouloir écrire à l'intérieur d'un même mot le masculin et le féminin avec des points, etc., c'est une complexité, alors qui peut effectivement satisfaire des revendications, ce qui s'entend, mais ça va être exclure du français des populations entières qui ont déjà du mal à l'apprendre tel qu'il est, puisque c'est une langue qui est très complexe. Et ce qui est intéressant, pardon, dernier petit point, Guillaume, c'est que Bernard, justement, se réfère à l'Office du Québec et à l'Académie belge de la langue française. Voilà, exactement, et à l'Académie royale de Belgique, qui dit que eux sont plus modernes que nous, et eux, depuis les années 70 et 70, ont déjà il y a même un passage dans le livre où l'Académie française tense un peu l'Académie royale en disant vous êtes beaucoup trop libéral dans votre approche du français. Là, on retombe. Alors, Michel nous parlera de la Suisse, mais on retombe, si vous voulez, y compris au niveau de la langue. Mais c'est normal, au début était le verbe, donc tout dépend de la langue. Mais en fait, c'est notre impérialisme français qui a du mal à bouger par rapport à nos amis francophones, à une époque où, comme le président de la République l'a très bien expliqué le 20 mars dernier, on doit d'abord considérer le français dans le cadre du plurilinguisme, mais y compris du pluri-français que nous devons partager avec vos évolutions. Dans ce sens, le bouquin de Cerculini, c'est aussi une décolonisation géographique. Voilà. Alors je profite, je suis là-dedans. Parce qu'au-delà de la question de la féminisation, c'est ça qui est intéressant dans le livre. C'est-à-dire que Cerculini dit finalement, si le débat sur la féminisation a eu lieu en France, c'est parce qu'il a été initié d'abord au Québec, un peu en Belgique. Il ne parle pas tellement de la Suisse dans le bouquin, alors je peux rapidement... On n'est pas des exemples en matière de féminisation en Suisse, puisqu'on a accordé le vote aux femmes en 1971, donc il n'y a pas de quoi en être fier. En revanche, je regardais ça, parce que les archives se trouvent sur Internet, quand on a élu la première femme présidente du Conseil national, donc l'équivalent des députés en France, c'était en 1977, elle a été élue en tant que Madame la Présidente, idem pour la conseillère fédérale, la première en 1984. Alors en Suisse, il y a le côté, l'allemand est présent, l'allemand est une langue qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, beaucoup plus facilement adaptable à la nouveauté et qui influe aussi au niveau du fédéralisme et des lois. Par conséquent, le français en Suisse a aussi bénéficié, on va dire, de cela. Mais ce que je voulais dire par rapport à la décolonisation, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est frappant dans le livre, c'est de remarquer combien l'Académie française a mis les pieds au mur, il n'y a pas d'autre terme, pour entériner, pour finalement être d'accord avec une féminisation. Et elle l'a fait, à mon sens. Alors moi, je le lis comme étant extérieur, avec un petit regard de sociologue. C'est de me dire, évidemment, la langue participe de l'identité. Donc, l'Académie française était le récipiendaire, était le garant, on va dire, d'une certaine grandeur, à la fois de la langue, mais économique, intellectuelle française. Et puis, lorsqu'on se fait imposer un changement d'une certaine manière par les périphéries, par les colonies, entre guillemets, ce qui était considéré comme tel, c'est-à-dire le Québec ou la Belgique ou la Suisse, et puis ça remonte, ou la province en France, il y a eu une volonté, en tout cas manifeste pendant très longtemps, en tout cas pendant 20 ans, jusqu'en 1998, de l'Académie française, de ne pas vouloir entrer en matière, mais vraiment, il y a un nombre d'exemples de Maurice Druon qui met les pieds au mur pour aller là, mais vraiment les pieds au mur. On lit ça, moi je suis sidéré de ça. C'était il y a longtemps. Oui, mais ça a duré beaucoup plus longtemps, justement, qu'en Belgique, au Canada ou la Suisse. 93, je vous lis juste un décret. Donc c'est une loi qui était mise par la partie francophone belge, puisqu'on a des flamands, des francophones et des germanophones en Belgique. C'est un décret relatif à la féminisation des noms, des métiers, des fonctions, des grades et des titres. Ça me paraît normal. Mais au-delà des considérations linguistiques, en fait, ce décret voulait... il avait trois visées. Une meilleure visibilité des femmes dans un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de métiers, une meilleure accessibilité à un certain nombre de fonctions, et ça dit bien la philosophie sous-jacente qu'il y a derrière, qu'on va bien au-delà de la linguistique, et aussi le respect des identités. C'est marrant parce qu'on va parler juste après, je crois, de questions de genre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était très difficilement applicable
dans Le Chef des femmes notamment, qui disait « Moi, je ne veux pas qu'on féminise la fonction parce que je veux ce côté égalitaire avec les hommes. Donc, je veux Ça a été qu'on beaucoup le m'appelle... cas des femmes politiques qui ne voulaient absolument pas s'appeler la ministre. Eh bien, exactement. C'était Madame le ministre, etc. Et je trouve ça très intéressant. Et à ce titre-là, je trouve ça aussi très intéressant que c'est un débat d'hommes et que Laura, qui est la seule femme sur le plateau, Mais c'est soit... ce que je bouillonne depuis le début. Qu'on lui donne... Et Alors, on est Parce que, entre fait, hommes en train de parler des dire que, femmes. Finalement, Mais- vous avez l'air d'être pour cette féminisation des mots. J'ai mis un petit... À part vous, enfin, en tout cas... Moi, je suis pas pour, mais c'est intéressant de savoir que tous les hommes ont parlé avant. Comme si c'était finalement normal, hein, on parle de décolonisation des mots et de la langue française. Et lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes s'expriment sur le sujet en disant « mais on s'en fout ». Et j'ai interrogé même des littéraires autour de moi. Moi, je suis cette modeste représentante des femmes, et moi aussi. C'est-à-dire que, en fait, c'est un faux combat. Bien sûr qu'il faut que la langue évolue. Mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat et on le retrouve d'ailleurs énormément. C'est vraiment un sujet qui fait débat sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'exprime et il est accessible à tous. Il y a une maman qui dit, moi, mon fils m'a dit, tiens, maman, quand on écrit génie avec un E, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes ont inspiré le mot génie. Donc, elle s'est dit, voilà, on n'a pas besoin de tout revoir. Et finalement, c'est pas en féminisant les mots qu'on, déjà, chargeons-nous de la parité dans les salaires ou dans d'autres registres que celle des mots. Et c'est vrai que quand on entend autrice, moi, une autrice, je trouve ça très, très laid. Oui, mais c'est Et culturel. une auteur avec mais un c'est E. culturel. C'est juste une question C'est parce d'oreille. que ça fait pas partie de votre Oui, mais on n'est pas obligé de votre légiférer univers. sur tout. Et on peut laisser aussi la langue française, elle évolue. Ah, mais hein. légiférer surtout, ça c'est Mais- très français. Oui, mais Laura est française. Oui. Je Oui, vous oui. rappelle, c'est ça qui Mais de colore toute façon- son opinion, Tout à fait. justement. Tout à fait. Bien sûr. Et on va Là, voir- on va avoir- vraiment de la toile Non, mais française. on va avoir et pas que des l'occasion de poissons. poursuivre, parce que c'est à peu près le même débat, celui qui tourne autour de Chris. Je parle Ouais. pas de son succès, mais justement de la question du genre. C'est débattu aujourd'hui. Après, il y a un autre problème qui est très compliqué, et on va conclure là-dessus. Vous allez donner vous avez donné l'essentiel des réseaux sociaux. Oui, voilà. Si je vous ai fait un petit Le résumé. problème qui est posé, par exemple, dans l'enseignement de la littérature, nous sommes quand même au Collège de France, c'est de savoir s'il faut tout d'un coup réécrire tout au registre de la morale qui est celle d'aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, si on commence à réécrire Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand en fonction des critères d'aujourd'hui, on n'en sort pas. Comment on va enseigner cette littérature si elle est considérée comme une littérature coloniale du seul fait Ouais, mais se pose qu'elle la soit question avec genrée? Céline aussi, par exemple. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est un débat Là, très, très large. On ne pourra plus lire tout ça. Nous allons passer justement au troisième sujet, et on va rester un peu dans le même univers, bien qu'il s'agisse de pop culture. Donc cette question du genre appliquée donc à la littérature interpelle nos sociétés. Nous venons de le voir avec justesse. Mathieu disait que nous avons une langue querelleuse, et là on sort totalement de la langue, puisque nous allons rentrer dans la question de la définition physiologique et biologique du sexe. Et cette question est aussi traitée par les artistes dans le domaine musical. Des artistes comme le Québécois, par exemple, Hubert Lenoir, il n'est pas le seul, questionne la question du genre par leur musique, par les personnages. À notre tour, donc, nous nous intéressons à cette question. Nous allons parler de musique, puisque Hubert Lenoir était donc l'invité de TV5 Monde. Les jours se suivent et se ressemblent. Les vêtements sont une suite sur toi. T'as pas le droit de recommencer sans moi. C'est mon univers. Je le considère comme extrêmement normal. C'est pour vrai, moi. un univers complètement normal. Ben pour moi, de mes yeux. Ouais. C'est genre, par exemple, d'être maquillé, d'être comme Ouais. vous êtes, quoi, au fond. Ouais, ben, pour moi, j'ai un j'aime porter du maquillage. Après ça, j'en porte pas tout le temps, tu sais. Puis c'est ça que j'essaie de dire de plus en plus, c'est que je suis pas un... C'est ça qui peut être complexe, c'est que je suis pas un personnage, puis il y a des journées que je me sens plus masculin, puis j'en porte pas. Il y a des journées que je me sens plus féminin, que je porte des trucs extrêmement féminins. Voilà pour ces propos donc d'Hubert Lenoir. Nous allons commencer par vous, mon cher Mathieu. Ben, écoutez, c'est une question que je trouve quand même
C'est surprenant de voir qu'on parle encore de ça quand on sait que l'histoire de la chanson française est aussi une histoire de genre ambigu, ne serait-ce que pour reprendre l'exemple, Louis, de Félix Mayol, que vous connaissez bien en France. Vous savez On ne l'a pas connu personnellement. Non, mais quand même, il fait partie de l'histoire française. Il y a même un stade à Toulon qui porte le nom Félix Mayol et qui était un chanteur. Stade de rugby. Stade de rugby, parce qu'il adorait donc ce sport-là, avec son muguet, qui est l'insigne, si ma mémoire est bonne, de l'équipe. Absolument. Et Félix Mayol était un chanteur qui jouait mais à fond sur ces ambiguïtés-là. Quand on pense, je ne sais pas, même du côté féminin, Fréhel, si on pense à Jean Sablon aussi, on est dans une histoire où le genre a souvent été ambigu. Et là, donc, on voit une nouvelle génération qui reprend donc ces codes-là et qui dit, bon, ben écoutez, la question du genre, l'appartenance sexuelle, on va jouer avec. Je vous rappelle que d'un point de vue scientifique, le magazine Scientific American, l'année dernière, a publié un graphique qui faisait état des plus récentes recherches sur les notions donc d'appartenance sexuelle, de genre. Et ce que ce graphique nous dit, en substance, c'est que toutes ces choses-là, c'est un spectre. Il n'y a pas d'hommes et de femmes, il n'y a pas d'hétérosexuels et d'homosexuels. Nous sommes dans donc, il n'y a pas de génétique. spectre. Et donc, c'est scientifiquement prouvé. Et donc, quand on voit cette nouvelle génération-là, moi, je dis, ben écoutez, il et elle, ou rajoutez le pronom que vous voulez, ne font que refléter un fait scientifique, c'est-à-dire que ces questions-là, nous sommes dans un spectre et enfin, les artistes reviennent et on en voit de plus en plus qui incarnent. C'est corrélé aussi à des questions de sexualité. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des rappeurs qui font leur coming out, alors qu'avant c'était complètement impensable, qu'il y avait effectivement beaucoup de violence là-dedans. Il y a eu ces questions-là dans le reggae, il y a eu ces questions-là un peu partout. Je pense à un David Bowie, par exemple. Je pense même, qui lui était presque précurseur, mais en tout cas, il a montré une voie dans cette fluidité sexuelle. Les fesses de Paul Naref de dos, enfin, je me souviens très bien, on aurait dit une femme presque. Donc, il y avait vraiment déjà... Il y avait cette volonté. Il y avait cette volonté-là. Donc, effectivement, la question de genre et la question de la sexualité sont quand même très, très, très liées. Aujourd'hui, les jeunes générations disent, moi, je suis sexuellement fluide. Et quand je réfléchis un peu, la plupart des gens avant se définissaient dans la société comme étant d'un côté ou de l'autre, et les artistes faisaient la même chose. Et chacun avait une espèce de chapelle. Quand on faisait du hard rock, on pouvait surtout pas dire qu'on était gay, par exemple, ou ce genre de choses. Le chanteur de Judas Priest. Sauf effectivement. Mais ou alors on jouait dans Village People, et là au moins c'était étiqueté. Non, mais, donc il y avait vraiment ça. Aujourd'hui, cette fluidité ambiante, elle reflète aussi la société, comme le dit Mathieu, mais ça va bien au-delà de la question de genre, ça va aussi au niveau des préférences sexuelles. Et je dirais, il faut le redire, ça reflète la société et la science. Tout à fait. C'est la science. Là, on pourra discuter pendant 2 heures, mais bon. C'est la science qui reflète, c'est la société qui reflète la science. Et 2 chiffres simplement pour aller exactement dans le sens de ce qui se dit là. 7% des baby boomers, c'est-à-dire ma génération par exemple, s'identifiaient ou ne s'identifiaient pas, on va dire, à un sexe défini. Aujourd'hui, c'est 20% des millennials qui ne s'identifient pas à un sexe, ni homme ni femme. Par exemple, le dictionnaire d'Oxford a inventé un nouveau mot, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il ou elle. Donc maintenant, il y a MX. Il y a monsieur, madame et MX, pour ceux qui veulent être ni l'un ni l'autre, en l'occurrence. 73%, c'est encore une autre étude, des 13-20 ans aujourd'hui, estiment qu'il est plus difficile de s'identifier à un sexe qu'auparavant. Voilà, on assiste à des collections au niveau d'habits qui sont sans genre, qui sont unisexes. Enfin, on est dans ce train-là de la société. Il y a encore même une autre... Alors après, je fais juste le lien après avec les artistes. Alors c'est normal, évidemment, que les artistes soient aussi dans ce train-là, dans ce mouvement-là, puisqu'ils reflètent ce qui se passe au niveau sociétal. Et pour un artiste, être capable de faire péter les codes, entre guillemets, ou les normes, c'est un présupposé, on va dire, de base pour être capable... Dans la pop culture, le syndrome numéro 1, c'est Bowie. Voilà, le plus célèbre. Oui, bien sûr. C'est Bowie. Yves. Là, on s'aperçoit quand même que 3 artistes majeurs ont fait de la question du genre leur sujet. Ils en sont emblématiques, donc Hubert Lenoir chez Mathieu, Eddie de Pretto en France et Christine and the Queens dans le monde maintenant, puisque en plus elle s'exprime en anglais désormais presque plus qu'en français. La différence avec l'époque que vous évoquiez, Mathieu, c'est qu'aujourd'hui c'est un
vrai sujet. Les chiffres que Michel a montrés le disent. C'est un sujet de société fondamental. La question des LGBTQ, ou deux ou plus, selon ces deux au Canada, voilà, est une question de société. Alors on peut dire que c'est une question de société qui est un peu excentrée, c'est-à-dire c'est pas la question pour tout le monde, mais c'est quand même une question de société et de débat, comme pour la féminisation de la langue. C'est un débat qui est fondamental. Et ce qui est intéressant chez ces trois artistes, ils ne sont pas les seuls, hein. Évidemment, vous avez cité David Bowie, Freddie Mercury, mais regardez, dans le biopic qui est consacré à Freddie Mercury, en fait, on donne l'impression qu'il était embêté avec son homosexualité, alors qu'en réalité, c'était sans doute, d'ailleurs, le nom du groupe, hein, Queen, ça veut dire homosexuel et extraverti d'âge mûr. Les clips où ils sont tous habillés en femme, par exemple. Bien sûr. Donc, on voit bien qu'il y a encore des gens qui sont gênés aujourd'hui avec ces questions, y compris à Hollywood. Donc, vous voyez, qui est pourtant un endroit où on est très avancé dans la question des mœurs. Mais, après, ce qui est intéressant de voir, et je pense la raison pour laquelle, notamment, Chris, ex-Teen and the Queens, a un tel succès qui est maintenant beaucoup plus grand au Royaume-Uni et même aux États-Unis qu'en France, où on boude un peu son deuxième album, ben, c'est aussi parce que vous avez dans l'histoire, dans l'âme britannique, cette question du genre, mais elle est chevillée aux cordes. Ce qui est intéressant, en tous les cas d'un point de vue artistique, c'est que cette question, vous aviez Prince aussi qui était taraudé par cette question, hein, If I Were Your Girlfriend, etc., c'est que ça donne en fait la musique et les morceaux les plus intéressants du moment. Parce que les trois artistes qu'on cite, Chris, Hubert Lenoir et Eddie De Pretto, ben, c'est les artistes les plus on the edge, comme on dit en bon français, du moment. C'est ça qui est passionnant. Alors, on termine avec les coups de cœur. Mathieu. Écoutez, je vous propose un roman québécois pour commencer l'année 2019. C'est un premier roman. Elle s'appelle Christiane Vadnet et ça s'intitule « Faune » au pluriel. C'est quelque chose d'absolument réussi. C'est l'histoire d'une biologiste qui s'en va enquêter dans une forêt. Et ça se passe donc à notre époque, mais c'est une forêt qui se révèle une forêt magique. On tombe dans un univers gothique extrêmement halluciné. On se demande si elle est réveillée, si elle est en train de faire un cauchemar. C'est très organique comme littérature. Moi, j'aime beaucoup cette littérature, un peu à la Cormac McCarthy, où le paysage est aussi important que les personnages. Allez lire ça. Christiane Vadnet, c'est publié chez Alto. Ça s'appelle Faune. C'est un pur délice. Laura, coup de cœur. Et après, Yves. Alors, mon coup de cœur, c'est l'initiative du Centre Pompidou qui s'est dit « Mais je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas notre miniature ». Puisque le Sacré-Cœur, vous avez des porte-clés avec le Sacré-Cœur, avec la Tour Eiffel, avec l'Arc de Triomphe, mais pas avec le Centre Pompidou. Donc, ils ont créé leur miniature, le hashtag Souvenir de Paris. Je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà, si vous voulez offrir à vos amis qui viennent en visite à Paris, c'est désormais possible. Vous pouvez leur offrir le Centre Pompidou. Ça fait presse-papier. Oui. Non, mais ça fait presse-papier. Au moins, c'est culturel. C'est pas juste un monument. Parfait, bravo. Ça vous plaît? Je vous l'offre, pour bien commencer l'année. À quand des figurines 300 millions de critiques? Mon cher Yves. Alors, mon premier coup de cœur de 2019, ça sera le nouvel album de Jazia Satour, chanteuse franco-algérienne de Grenoble. Son nouvel album s'appelle Aswat, Les Voix. C'est du folk chanté en arabe, mais avec la voix formidable de Jazia Satour. Sylvestre. Un livre qui s'appelle Remember Souvenir, qui est basé sur une exposition éphémère qui a eu lieu dans un ancien bâtiment qui faisait 25 000 m² au cœur de Bruxelles. Un artiste typographe qui s'appelle Denis Meyers a décidé de peindre dans ces 25 000 m². Cette exposition, elle a été vue par 15 000 personnes en Belgique. C'était un événement incroyable, juste avant la destruction. Et en fait, ça raconte la catharsis après une rupture. Et donc, on avait vraiment l'impression d'entrer dans son cerveau et que chacune des pièces de ces 25 000 m² était un peu une des cellules de son cerveau. Et il en a tiré un livre qui est absolument phénoménal, dans lequel on re-rentre dans son cerveau d'un lieu qui n'existe plus puisque tout a été détruit. On redonne le titre. Remember Souvenir de Denis Meyers. Michel. Un livre également pour clore cette émission et commencer cette année, un premier roman que l'on doit à un jeune écrivain suisse du nom de Romain Buffin. Le bouquin s'intitule Schumacher, c'est publié aux éditions D'autre part. C'est un véritable succès populaire et critique. C'est vraiment un premier ouvrage qui est extrêmement remarqué en Suisse. L'histoire qu'on croit être fictionnelle d'abord ou en partie parce qu'elle était reconstruite d'un Américain venu en France sur la base d'Évreux dans les années 50 qui trouve l'amour, qui a un enfant, qui repart, qui disparaît complètement. Et puis ensuite, eh bien, le bouquin
nous livre quelques surprises et au détour des pages, on apprend finalement que l'auteur est quand même lié à cette histoire qu'on croyait fictionnelle. C'est formidablement bien écrit, c'est vraiment un livre majeur de la fin d'année passée, début de cette année. Schumacher, donc. Schumacher, Romain Buffat. Voilà, qui n'a aucun rapport ni avec le gardien de but, ni avec Non, le pilote rien du tout. de Formule 1. Merci à tous. D'abord, on était ravis pendant toute cette séquence qui a duré 3 émissions d'être au Collège de France. C'est même peut-être pour nous tout à fait intimidant, Parfois, nous y sommes venus comme auditeurs libres. Nous n'y serons jamais professeurs. Il y a de multiples raisons pour cela. En tout cas, nous remercions le Collège de France d'être venu à notre rencontre et nous d'être venus à la leur. Et on se retrouve évidemment pour la prochaine émission pour 300 millions de critiques. Ciao et à bientôt. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'eau de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard